Et donc, on recommence le partage. Est-ce que c'est bon? Vous voyez toujours bien mon écran? Oui, Super. On va commencer tout doucement ce deuxième webinaire. Je vais commencer par me représenter. Donc, moi, c'est Gloria Taoussi. Je suis en charge du plaidoyer au Réseau national des ressourceries et recycleries. Et donc, je vais animer ce webinaire, ce deuxième webinaire qui est plutôt sur un format webinaire formation sur le fonctionnement du service public de gestion et prévention des déchets. Et donc, avant de commencer, on se fait un petit tour des règles pendant le webinaire. L'idée, c'est que vous gardiez vos micros coupés parce qu'on va avoir de toute façon un temps de questions-réponses qui sera dédié à la fin à la fin du webinaire, à la fin de ma présentation. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez mettre un petit pouce dans la conversation, voire effectivement juste à ce moment-là prendre la parole pour dire que, par exemple, vous ne m'entendez plus, histoire que je ne parle pas dans le vide. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, cette session, elle est enregistrée pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Ce webinaire, il s'inscrit donc dans un cycle de webinaires dans le cadre de la campagne pour les municipales. On a déjà fait un premier webinaire de présentation des propositions, puisqu'on a co-construit 8 propositions politiques à destination des collectivités territoriales qui portent la compétence de service public de gestion et de prévention des déchets. Et donc, ce deuxième webinaire, il a pour objectif d'un petit peu mieux comprendre ce service public. On aura un troisième webinaire demain sur des outils, des idées de mobilisation à destination de vos usagers, et donc qui se fera en partenariat avec Zero Waste et le collectif des transitions citoyennes. Et puis un troisième webinaire la semaine prochaine qui sera dédié plutôt à une présentation de quelques outils de plaidoyer et quelques retours d'expérience inspirants de plaidoyers locaux. Et donc, sans plus attendre, on rentre dans ce webinaire formation qui va se passer en 3 étapes. On va voir donc dans une première partie les obligations, les objectifs et puis la réalité sur le service public de gestion et de prévention des déchets. Dans une deuxième partie, on verra plutôt comment est-ce qu'il fonctionne et quelles sont les contraintes que rencontrent les collectivités territoriales sur ce sujet-là. Et dans une troisième partie, on s'intéressera à la question de la prévention et je vous ferai quelques retours d'expérience assez inspirants de collectivités territoriales pionnières sur la question de la prévention des déchets. Donc, j'ai déjà fait un petit tour la semaine dernière sur le webinaire de présentation des propositions sur les grands chiffres à connaître dans la gestion et la prévention des déchets. Donc, désolée pour la répétition pour ceux qui étaient déjà présents, mais c'est important de bien avoir en tête tous ces chiffres pour comprendre aussi là où on en est actuellement. Donc, la gestion des déchets, aujourd'hui, ça représente environ 310 millions de tonnes qui sont produites chaque année, toujours plus d'ailleurs, d'année en année. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 310 millions de tonnes de déchets, ça représente le poids de 30 000 tours Eiffel. Donc voilà, pour se donner un ordre de grandeur assez gigantesque de ce que ça représente. Là-dedans, vous avez un petit tableau à votre droite qui représente les différents secteurs de la gestion des déchets dans lequel on retrouve en fait en très grande majorité les déchets de la construction, qui représentent plus de 60% de ce qui est produit. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur aujourd'hui dans la gestion des déchets. On a ensuite les déchets des activités économiques, donc hors BTP, qui représentent 60 millions de tonnes. Et puis enfin, les déchets des ménages, qui représentent 33 millions de tonnes, qui représentent environ 10% de la production. Et c'est ces déchets-là auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, puisque c'est ceux-là qui rentrent dans le service public de prévention et de gestion des déchets. Vous avez devant vous ensuite une petite frise de l'évolution de la production des déchets en France
donc de 2004 jusqu'à 2020. Je précise que ces chiffres, ils sont pour la plupart des données de l'ADEME. Ici, c'est des données d'Eurostat, mais sinon, la plupart du temps, les données que je vous donne sont des données de l'ADEME. Et donc, on voit donc à la fois les parts, donc construction, activité économique et ménage. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les déchets ont tendance quand même à augmenter. On voit une baisse en 2020 qui est plutôt liée à la question du Covid. Mais sinon, donc, des baisses, et quand il y a, enfin, une augmentation, et quand il y a des baisses, ce qu'on constate quand même, malgré tout, c'est que l'évolution de la production de déchets, elle est évidemment énormément liée à la croissance et aux différentes crises économiques qui restent aujourd'hui la principale cause de l'évolution et notamment de la diminution de la production de déchets. Une autre information très importante à avoir en tête sur ces questions de déchets, c'est la norme. Ce que dit la norme aujourd'hui, c'est que, donc vous la connaissez à mon avis toutes et tous, cette hiérarchie, c'est que la priorité dans les modalités de gestion de nos déchets aujourd'hui, elle doit être à l'évitement. L'évitement, donc la prévention, c'est la priorité dans laquelle on retrouve le réemploi qui permet donc d'allonger la durée de vie des objets. Après la prévention, on a la réutilisation, le recyclage, l'incinération avec récupération d'énergie et enfin l'enfouissement. L'enfouissement qui donc est censé être le dernier mode de gestion de nos déchets. Cette pyramide de gestion des déchets, elle est assortie d'un certain nombre d'objectifs, et notamment d'objectifs pour les déchets ménagers et assimilés. On retrouve notamment un objectif de baisse des quantités de déchets ménagers et assimilés produits en France de moins 15% par habitant en 2030 par rapport à 2010. Ça, c'est un premier grand objectif. Donc, sur la baisse, un objectif donc plutôt dans le traitement des déchets, avec un objectif donc de valorisation des déchets ménagers assimilés vers le recyclage et la réutilisation de 65% en 2035. Et un troisième objectif qui nous concerne, qui est un objectif de réemploi, qui serait donc l'équivalent de 5% des déchets ménagers et assimilés qui devraient être réemployés en 2030 par rapport à 2010. Quand on parle de déchets ménagers et assimilés, donc là, vous avez vu les chiffres d'objectifs. Là, on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe très concrètement. Déjà, quand on parle de déchets ménagers assimilés, on parle donc assimilés, c'est tout ce qui va être les déchets issus des entreprises qui vont rentrer dans le service public de gestion des déchets, donc les petites entreprises qui sont, par exemple, dans les centres-villes. Ces déchets ménagers et assimilés, donc là, vous avez pareil une petite frise donc, chronologique de l'évolution à la fois de la quantité, mais aussi des capacités de collecte des collectivités territoriales pour vous montrer aussi à la fois déjà l'évolution. Donc, on voit que, par exemple, la capacité de tri en déchetterie a augmenté ces dernières années. La capacité aussi de collecte séparée a augmenté. Par contre, ce que permet de voir aussi cette frise, c'est, vous voyez, donc en bleu clair, c'est la quantité donc la plus importante de déchets ménagers qu'on va rencontrer, qui représente donc à peu près 20 millions de tonnes. Et donc, ces déchets-là, c'est ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles. Les ordures ménagères résiduelles, c'est donc tout ce qui est de l'ordre de la poubelle grise. Et c'est clairement le plus gros enjeu aujourd'hui du service public de gestion et de prévention des déchets. Une fois qu'on a collecté, sur le traitement de ces déchets ménagers et assimilés. Aujourd'hui, le mode prépondérant de traitement de ces déchets, ça reste l'incinération. L'incinération, on voit que ça représente donc 32% des déchets qui vont être collectés, avec encore une très grande partie de ces déchets qui vont être stockés dans les sols. Donc ça représente environ 20%. Et puis, le reste, on voit que sur cette petite frise qui vient donc de l'ADEME, le réemploi et la réutilisation n'apparaissent même pas parce que ça représente un chiffre qui reste très anecdotique dans la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Pour vous montrer ça, donc, on a essayé, nous, de rassembler des chiffres, parce qu'il faut savoir qu'avoir ces chiffres, c'est assez complexe, puisque le réemploi, n'étant pas en soi un traitement de déchets, puisque le réemploi permet d'allonger la durée de vie des objets, donc ça veut dire qu'ils ne passent pas par le statut de déchet, donc on ne les comptabilise pas comme étant du déchet, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres. Néanmoins, l'ADEME a fait une enquête en 2017, qu'elle est en train aujourd'hui de remettre au goût du jour, mais donc les derniers chiffres datent de 2017, sur la quantité d'objets qui ont été collectés par les différents acteurs du réemploi et qui ont été effectivement réemployés. Cette enquête, elle met en exergue que, en 2017, on a réussi à réemployer environ 1 million de tonnes d'objets, ce qui représente 2,5% des déchets ménagers et assimilés sur la même année. Et si on le met à l'échelle de tous les déchets donc, qui sont produits en France, ça représente 0,30% de toutes les tonnes de déchets qui sont produites en France. Ce qui veut dire que on est encore assez loin des objectifs qui ont été posés par les cadres européens et nationaux. Ça, voilà, c'était cette première partie. Elle avait pour objectif donc de vous donner un petit aperçu de à la fois les grands chiffres dans la gestion des déchets et la réalité de là où on en est. L'idée maintenant, une fois qu'on a un petit peu cette vue d'ensemble, c'est de s'intéresser à ce que les acteurs publics mettent en place concrètement pour arriver à respecter les obligations qui se sont mises. Et pour ça, on va commencer par analyser les différents pouvoirs, les différentes obligations des acteurs publics. Pour bien comprendre tout ça, on va remonter très loin. On va commencer par l'Union européenne, puisque c'est à cette échelle-là qu'on va venir poser un certain nombre de grands principes. Donc typiquement, cette hiérarchie, cette pyramide de traitement des déchets, c'est quelque chose qui a été posé par un texte européen fondateur, donc qui est une directive cadre déchets. Est-ce que c'est possible de couper les micros, s'il vous plaît? Et cette directive, elle pose aussi un certain nombre d'autres grands principes. Elle pose notamment le principe de responsabilité élargie des producteurs. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on fera des webinaires sur la question du fonctionnement de la responsabilité élargie des producteurs. La directive cadre, elle pose des objectifs contraignants aussi à destination des différents États membres et elle oblige donc à financer donc, le service public de gestion des déchets. Alors, bon, je passe rapidement sur pourquoi l'Union européenne agit sur la gestion des déchets, mais pour vous dire que donc, au niveau européen, il y a tout simplement une question de pollution transfrontalière qui se pose, il y a une question de dimension aussi internationale dans la gestion des déchets liée aux imports-exports, et puis lié donc à ce fameux principe pollueur-payeur et donc de responsabilité élargie des producteurs, il y a la responsabilité de multinationales au milieu, ce qui fait que c'est un sujet donc européen et c'est pour ça que l'Union européenne légifère sur la question. Quand l'Union européenne légifère, ce sont donc des textes qui s'imposent aux différents États membres et donc qui s'imposent forcément à la France. Et donc, le deuxième grand acteur de la gestion des déchets, c'est l'État français, qui va donc retranscrire les différentes ambitions européennes dans la loi. Et il faut savoir là-dessus que la France est un pays précurseur dans la législation sur les déchets, puisqu'elle pose notamment le principe de filière REP dès les années 1975, et elle va poser des objectifs assez ambitieux pour tendre vers le zéro déchet, même certaines fois plus ambitieux que ce qu'a posé l'Union européenne. On a notamment une loi extrêmement importante et fondamentale pour notre secteur, qui est la loi AGEC, qui donc va poser un certain nombre d'objectifs, les objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure, qui va créer de nouvelles filières REP, dont beaucoup qui nous concernent, et qui va notamment créer les fameux fonds réemploi et les fonds réparation. Au niveau des collectivités territoriales, cette loi AGEC, elle va aussi créer un certain nombre d'obligations, notamment l'obligation de créer des zones de réemploi en déchetterie ou encore l'obligation d'avoir un pourcentage non négligeable de réemploi dans la commande publique. Après l'État français, les pouvoirs publics qui vont véritablement avoir un rôle extrêmement important sur la question de la gestion des déchets, ce sont évidemment les collectivités territoriales. Dans les collectivités territoriales, je vais très vite, mais vous savez qu'il y a donc plusieurs types de collectivités. Il y a les régions, les départements,
les communes. Et puis, donc, on a des collectivités spécifiques, les collectivités à statut particulier, comme la Corse, on a les collectivités d'outre-mer. Dans ces différentes collectivités territoriales, on a notamment donc la région qui va avoir un rôle de planification sur les questions donc de gestion des déchets, de planification dans un document régional important qu'on appelle le SRADé. Donc le SRADé, c'est un gros document de planification dans lequel on va retrouver plein de sujets différents, mais dont la prévention des déchets. La partie sur la prévention des déchets, c'est un document qu'on va appeler le plan régional de prévention des déchets. Et ce document, il va donc expliquer tout ce qu'on va mettre en œuvre pour développer le réemploi, le recyclage, les changements de comportement au niveau donc de la région. Et l'acteur qui va avoir le rôle le plus important dans cette hiérarchie, c'est non pas les communes, mais les communautés de communes et les communautés d'agglomération, ce qu'on appelle en fait les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Les établissements publics de coopération intercommunale ont la charge du service public de prévention et de gestion des déchets, à la fois la charge de la collecte, du traitement, mais aussi de la prévention auprès des habitants. Et c'est notamment eux qui vont avoir aussi un rôle de planification locale de la prévention des déchets dans un document stratégique qu'on appelle le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le PLPDMA. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur tout ça, mais d'abord, un petit mot sur la répartition des rôles et des responsabilités entre ces différents acteurs. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une obligation de compatibilité entre les différentes réglementations que je vous ai présentées jusqu'ici. Ça veut dire que l'État français a l'obligation de respecter les objectifs, les obligations qui ont été posées en droit européen. Les régions doivent aussi faire des documents de planification qui sont compatibles avec les objectifs que pose l'État français et les documents de planification qui vont se faire à l'échelle donc nationale, puisque je ne l'ai pas dit, mais au niveau national, on a aussi un plan national de prévention des déchets ainsi qu'une feuille de route pour une économie circulaire. Donc, le document de planification régionale doit respecter les documents de planification nationaux et ainsi de suite. Le document de planification locale doit respecter le plan de planification régional. En plus de cette obligation de compatibilité, il y a la question du pouvoir de contrôle d'un acteur public sur l'autre, parce que j'ai fréquemment cette question-là de, concrètement, quand une collectivité territoriale ne respecte pas ses obligations, notamment de mettre en place un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, qui est obligatoire depuis 2015, est-ce que la région ou est-ce que l'État a le pouvoir de contrôler cette situation? Il faut savoir que depuis les lois de décentralisation, l'État n'a pas la possibilité d'obliger une collectivité territoriale à mettre en place son PLPDMA, par exemple. En revanche, ce pouvoir-là, il appartient au juge, et notamment ce qu'on appelle le juge administratif. Et donc, c'est plutôt le rôle du préfet. Donc, le préfet, c'est le représentant de l'État au niveau de votre territoire qui a ce pouvoir, en fait, de rappeler à l'ordre la collectivité territoriale sur ses obligations, voire carrément de saisir le juge pour faire en sorte d'obliger la collectivité territoriale de respecter ses obligations. Donc, l'État ne peut pas juste dire, vous êtes obligé de respecter vos obligations et la collectivité le met en place. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et pourtant une réalité qui est encore très loin du compte parce que, en vérité, la diminution de la production de déchets repose sur une très très large partie sur les capacités des collectivités territoriales. Un élément aussi important et qu'on va revoir par la suite, c'est que à défaut de pouvoir obliger donc les collectivités territoriales à respecter leurs obligations, il est possible de mettre en place une taxe. Et ça, donc, on va en parler tout à l'heure, donc, de la taxe que met en place l'État sur les collectivités territoriales par rapport à la gestion des déchets, ce qu'on appelle la TGAP. Mais cet instrument coercitif qu'est la taxe, il est aussi utilisé
par l'Union européenne pour forcer l'État, et notamment l'État français, à respecter ses obligations. Et notamment, aujourd'hui, on paye une taxe à l'Union européenne sur, donc, qu'on appelle la taxe plastique, donc sur la non-atteinte de nos objectifs en matière de plastique recyclé, une taxe qui est extrêmement élevée, puisqu'aujourd'hui, on paye 2 milliards d'euros chaque année à l'Union européenne parce qu'on ne respecte pas nos objectifs en termes de recyclage du plastique. Alors, un EPCI, c'est quoi? J'ai commencé un petit peu à vous en parler. On va rentrer dans le détail de cet outil territorial. Donc, un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, c'est donc une entité dans laquelle on va retrouver plusieurs communes qui vont se rassembler autour donc d'un projet territorial dans lequel elles vont coopérer. C'est une entité donc, à laquelle on va déléguer un certain nombre de compétences. Donc, il y a des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Donc, la gestion et la prévention des déchets, c'est une compétence obligatoire des communautés de communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus aux communes de le gérer, ce sont aux EPCI. Et donc, derrière, ça veut dire une gestion d'infrastructures, une gestion de ressources humaines et de matériel en commun, et l'élaboration de projets de développement. Il y a deux grands types d'EPCI. Il y a ce qu'on appelle les EPCI à fiscalité propre et les EPCI à contribution budgétaire. Les EPCI à fiscalité propre, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Donc, ce sont les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Dans ces EPCI à fiscalité propre, en fait, il faut comprendre que ce sont des entités juridiques dans lesquelles, comme son nom l'indique, il y a un instrument ou plusieurs instruments fiscaux à destination de cet EPCI. Donc, typiquement, en ce qui nous concerne, et on va approfondir le sujet tout à l'heure, mais c'est les EPCI qui vont récolter la TEOM ou la REOM pour financer le service public de prévention et gestion des déchets. Donc, ils ont une fiscalité directement affectée à leurs compétences. Le deuxième type donc, de PCI, c'est ce qu'on appelle les EPCI à contribution budgétaire, dans lequel on va avoir une mutualisation de moyens, mais il n'y a pas de fiscalité propre. Ce qui veut dire que ce sont directement les collectivités territoriales membres qui vont donner de l'argent donc, à cette entité juridique pour son fonctionnement. Ici, c'est l'exemple des syndicats mixtes de traitement des déchets, puisque on va aussi le voir après, mais la question donc, de la gestion du service public de gestion des déchets, elle se fait souvent en deux parties, la collecte et le traitement, et bien souvent le traitement se fait à une échelle plus importante que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Elle se fait donc à une échelle presque départementale pour des questions d'économie d'échelle, et c'est le syndicat mixte donc, de traitement des déchets qui va s'en occuper. Comment fonctionne donc le service public de gestion et de prévention des déchets? On va avoir donc, ce que je vous disais, la compétence de collecte. Donc, la collecte, vous avez donc le petit schéma à gauche qui explique un petit peu comment ça se passe. La collecte qui va se faire soit en déchetterie, soit par le recyclage, les encombrants, les biodéchets et les ordures ménagères résiduelles. À partir de cette collecte, il va y avoir le transport. Une partie va partir vers l'exportation et une autre partie va partir vers les centres de tri dans lesquels on va faire donc du traitement. Et donc là, on passe à la deuxième grande phase. Et dans cette phase-là, on va avoir une partie, et vous avez les chiffres aussi, hein, qui va être valorisée. Donc valorisée soit sous forme de recyclage ou de recyclage, valoriser donc ce qu'on appelle la valorisation organique pour tout ce qui va être biodéchets, et puis l'incinération donc avec production d'énergie, et une autre partie va être éliminée, c'est-à-dire stockée dans les sols. Tout ça, ça nécessite donc évidemment énormément d'argent. Il faut savoir que le service public de prévention et de gestion des déchets, c'est toujours le plus gros budget des collectivités territoriales. Et donc, ce budget, comment est-ce qu'il est financé?
Il y a 3 acteurs qui vont financer le service public de prévention et de gestion des déchets, à commencer par les ménages, avec donc des instruments de fiscalité qu'on appelle l'ATEOM ou la REOM. Donc l'ATEOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la REOM, c'est de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Cette TEOM ou cette REOM, elle peut aussi être incitative. Donc ça, c'est dans les collectivités territoriales où on est bien avancé sur la question de la prévention des déchets. Ce qui veut dire que incitative, c'est qu'on va payer une taxe en fonction de la quantité de déchets qu'on produit. Le deuxième acteur, ce sont les éco-organismes, puisque comme nous, les collectivités territoriales sont financées par les éco-organismes pour le travail de collecte et de traitement des déchets. Donc, elles ont aussi un soutien à la tonne collectée et aux tonnes qui vont partir vers notamment le recyclage. Et puis, les autres financements viennent d'acteurs publics, via notamment des subventions à l'investissement, à l'équipement et aux aides au poste. C'est notamment le cas, par exemple, de l'ADEME qui peut financer les collectivités territoriales. Alors concrètement, en chiffres, ce que ça représente, vous avez devant vous un tableau donc de répartition des coûts de la gestion des déchets et de leur financement. Donc à gauche, les charges, à droite, les produits. On va d'abord s'intéresser aux produits, puisque donc, vous voyez sur ce document, on parle toujours de euros par habitant, en fait, quand on parle du service public de gestion des déchets et de la répartition des coûts. Donc vous avez le financement qui se fait très massivement via l'ATEOM et l'AREOM. Ça représente 106 euros par an par habitant. Donc en gros, les ménages financent 80% du service public de prévention et de gestion des déchets. Les éco-organismes, c'est le petit point soutien, ça représente 13 euros, soit environ 10%. Et puis les aides publiques, 1,5%, et les professionnels privés qui vont contribuer donc à hauteur d'environ 7%. Sur les charges, on va s'intéresser à un autre tableau pour regarder ça. Voilà. Donc là, normalement, vous avez devant vous un petit tableau à votre droite qui explique à quoi va servir tout cet argent. Le gros de l'argent, il va partir donc vers la collecte et vers le traitement. Ça paraît assez logique vu tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer la quantité astronomique de déchets qu'on produit et notamment les usines d'incinération qui vont coûter extrêmement cher et les centres d'enfouissement, mais aussi les nouveaux centres de tri, notamment usines de recyclage et unités de méthanisation. Et vous avez donc à gauche la phase amont, dans lequel on va retrouver à la fois l'administration, la communication, ainsi que la prévention. La phase amont, ça représente donc 11 euros sur le coût de 123 euros par an et par habitant. Et dans ces 11 euros, il n'y a que 1 euro aujourd'hui qui est dédié à la question de la prévention. Ce qu'on constate donc avec ces différents chiffres, c'est que sur aujourd'hui la gestion du service public de prévention et de gestion des déchets, on rencontre une problématique systémique de sous-financement de la question de la prévention des déchets. Et ça, c'est parce que les collectivités territoriales elles-mêmes rencontrent aussi un certain nombre de contraintes dans leur activité pour essayer d'atteindre ces fameux objectifs qui sont posés par l'Union européenne et par l'État français et d'aller vers une stratégie de développement zéro déchet. Et dans ces contraintes, la première grosse contrainte, ça va être cette fameuse taxe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle donc la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Cette taxe, c'est une taxe donc, qui a été mise en place par l'État français et qui a pour objectif d'envoyer un signal prix sur les modes les plus polluants de gestion des déchets, puisque aujourd'hui,
en fait, incinérer ou enfouir une tonne de déchets, ça coûte moins cher que de la recycler ou de la réemployer, ce qui évidemment ne pousse pas les collectivités à développer ces modes de traitement des déchets qui sont plus vertueux. Et donc l'objectif de l'État, c'était d'envoyer un signal prix, d'augmenter les prix de l'enfouissement et de l'incinération pour faire en sorte de développer le recyclage et le réemploi. Et effectivement, on a une taxe donc, qui augmente d'année en année et qui est extrêmement importante, qui est extrêmement lourde pour les collectivités. Les problèmes qu'on rencontre avec cette taxe, c'est que, et donc ça c'est peut-être le plus gros sujet, c'est que c'est une taxe qui va aller vers le budget étatique et qui va dans le budget global de l'État, qui n'est pas ensuite redistribuée vers les collectivités territoriales. Or, aujourd'hui, ce gros budget que représente la gestion et la prévention des déchets pour les collectivités territoriales, il est en très, très grande majorité vers le fonctionnement de ces gestions des déchets et investir dans de nouveaux modes de traitement, ça coûte énormément d'argent, de l'argent qui, du coup, ne leur revient pas avec ce fonctionnement de TGAP actuel et qui, en fait, pèse encore plus sur le fonctionnement de la collectivité et donc empêche d'investir sur de nouveaux modes de traitement qui seraient aussi plus vertueux. La deuxième grande problématique qu'il rencontre, c'est qu'il se retrouve avec donc des objectifs qui sont euh, assez importants et qui, en fait, vont se retrouver face à une réalité qui est assez complexe. Faut comprendre, en fait, que les collectivités territoriales, et notamment avec les incinérateurs, vont, en fait, avoir des objectifs de remplissage des sites de traitement. C'est-à-dire que le fonctionnement aujourd'hui des incinérateurs fait que si on arrête, enfin si on diminue le remplissage de ces incinérateurs, ça va coûter plus cher à la collectivité que si elle le faisait fonctionner avec un nombre de tonnes constant. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas du tout, en fait, à même, aujourd'hui, avec le fonctionnement actuel, de baisser les quantités de gestion des déchets, tout en permettant de faire, tout en faisant des économies sur, sur ces modes de traitement. Or, aujourd'hui, la TEOM, ça représente une charge assez importante pour les ménages, puisque c'est quand même une taxe assez forte. Et donc, ça nécessiterait aussi derrière donc, d'augmenter potentiellement la TEOM. Une autre grande contrainte que rencontrent les collectivités territoriales, c'est les nouvelles filières REP. Ça, c'est une contrainte que vous connaissez aussi. Donc, normalement, vous devriez comprendre assez facilement le problème. On a donc des moyens. On a en fait des déchetteries qui sont déjà en surplus, qui peinent en fait à atteindre une taille qui permette de collecter tous les objets qui arrivent. Or, avec le développement des différentes filières REP, on a de moins en moins d'espace et on a de plus en plus de contraintes. Donc, on a des déchetteries qui sont donc de plus en plus obsolètes et qui sont soumises à réglementation, des rénovations qui sont donc difficilement finançables, des agents aussi qui sont en sous-nombre, un afflux d'usagers qui est de plus en plus important et donc de plus en plus de conflits sur ces déchetteries. Dernière grande problématique que vous rencontrez les EPCI, c'est qu'on est sur des établissements, enfin sur des collectivités territoriales dans lesquelles, tout d'abord, on a un fonctionnement qui est donc dans une logique en silo. Donc avec une logique qui est extrêmement industrielle, donc d'industrialisation du déchet, qui est en fait assez loin de la réalité des habitants et des habitantes du territoire et qui ne parle que très peu avec les autres départements des collectivités territoriales, les autres services des collectivités territoriales, notamment celui de l'ESS, celui du social, etc.
Une autre problématique que rencontrent aussi les collectivités sur leur fonctionnement, c'est que la gestion des déchets, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Et donc, on est dans des situations où on a des techniciens qui ont un haut niveau de compréhension des sujets, mais qui ont donc une vision extrêmement technicienne, et de l'autre, des élus qui, du coup, ont peu de formation sur le sujet et peinent à en comprendre tous les enjeux. Ce qui crée donc un certain nombre de difficultés aussi à construire un nouveau récit autour de la question de la prévention des déchets. Dernière partie de ce webinaire, et je vais essayer d'accélérer parce qu'on est censé avoir quand même 10 minutes à la fin pour les questions. La place de la prévention dans les politiques publiques de gestion des déchets. Vous l'aurez compris de tout ce qu'on a vu depuis le départ, la prévention, c'est à la fois un pilier fondamental de la réglementation sur la gestion et la prévention des déchets, dans lequel on va retrouver donc l'évitement, évidemment, éviter de surproduire, éviter toute forme d'objets à usage unique, construire des objets qui durent, allonger la durée de vie des objets, trier les biodéchets, dans lequel on va rencontrer des objectifs assez ambitieux, donc de réduction des déchets et des objectifs de réemploi, et dans lequel on va avoir un certain nombre d'obligations qui sont fixées par la loi, notamment donc les zones de réemploi en déchetterie ou l'obligation de réemploi dans la commande publique. Et pourtant, aujourd'hui, on est sur un domaine qui peine encore à trouver sa place dans la stratégie de développement de prévention et de gestion des déchets, qui donc est sous-financé et qui a du mal à se développer. Pour autant, on a quand même un certain nombre d'exemples assez inspirants sur cette question de prévention des déchets. L'idée, c'était donc de terminer par ces exemples. À commencer donc par la collectivité Pleine Commune, dans laquelle on a les acteurs de l'ESS qui ont été largement associés à la mise à jour du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, et où va être donc dédié, donc dans ce fameux budget du service public de gestion et prévention des déchets, un budget annuel de subvention qui est réservé aux ressourceries et recycleries, et donc qui est sur le budget donc, de la TEOM. Un autre exemple inspirant, et ça vous pouvez le retrouver dans les 8 propositions qu'on a co-construites pour les municipales, la ville de Grenoble qui s'est dotée d'un schéma directeur réemploi et réparation qui est inséré dans sa stratégie globale de réduction des déchets. Et pour ce faire, la métropole, elle a mobilisé toutes les structures en lien avec le réemploi et la réparation de son territoire pour construire cette stratégie à partir des besoins qu'ont exprimés les différents acteurs et qui a mis en place aussi une véritable stratégie de coopération dans son projet, ce qui a donné naissance notamment à la création du pôle R, qui est un espace de mutualisation qui est entièrement dédié aux acteurs du réemploi. Et enfin, un dernier exemple très inspirant, c'est celui du SMICVAL. Donc le SMICVAL qui va adopter une stratégie zéro déchet qui est vraiment basée sur le changement de comportement. Et donc, là, en fait, dans cette stratégie, le SMICVAL fait vraiment le choix d'accompagner le changement de comportement des habitants et des habitants de son territoire. Et pour appréhender la complexité de ces changements de comportement et des évolutions de la norme sociale que ça implique, ils ont fait appel à l'apport des sciences comportementales et du design pour construire un nouveau service public Zero Waste. Et là-dessus, ce qui est très intéressant, donc, c'est que le SMICVAL est passé en tarification incitative sur son territoire, mais il ne s'est pas arrêté à simplement passer à la tarification incitative. Ils ont vraiment cherché à embarquer les habitants et les habitantes dans ce projet-là. Donc, ils ont mis en place tout un tas d'outils à destination de leurs usagers pour faire en sorte qu'ils puissent trouver leur place au sein de cette dynamique et que ce projet de territoire soit véritablement aussi le projet des habitants et des habitantes et pas seulement le projet de la collectivité territoriale. Et ça a donné notamment naissance à le SMICVAL Market, donc qui est un endroit où on peut venir donner et adopter gratuitement les objets qui sont laissés là-bas et qui est donc au niveau de la déchetterie de la communauté.
Et j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que j'ai été claire. Je vais arrêter le partage et il nous reste 15 minutes pour celles et ceux qui ont de potentielles questions, des interrogations ou même un partage à exprimer sur cette ambition de développement de la prévention dans le service public de gestion des déchets. N'hésitez pas, là, donc vous pouvez soit poser des questions dans le chat, soit prendre la parole. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Connaît-on les montants des barèmes à la tonne que les éco-organismes pratiquent avec les collectivités? Est-ce que ces barèmes sont suffisamment importants pour les collectivités pour compenser les augmentations de la TGAP? Alors, je ne connais pas le montant des barèmes. Ce que je sais, c'est que les collectivités sont très peu satisfaites des barèmes qui leur sont aujourd'hui proposés, à peu près comme nous, en fait. C'est pour ça que ce sont aussi des alliés très objectifs sur la question des négociations avec les éco-organismes. Mais ces barèmes, ils sont, je pense, trouvables, enfin, ils sont publics. Donc, je pense que ce sont des données qu'on peut trouver, notamment via l'ADEME. On a une question du cercle. Oui, bonjour tout le monde. Merci Gloria, c'était super clair. J'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs sur mon intervention, c'est pas très grave. J'avais une question, enfin, j'avais deux questions. Ta dernière, comment dire, le dernier point que tu as indiqué sur les exemples intéressants, il y avait celui du SMIC Val, je crois, je ne sais pas si Ouais, je prononce le bien, SMIC-Val, avec une zone de gratuité, hein, c'est ça, et c'est ça. de trucs. Une question qui est très générale, qui n'est pas vraiment tout à fait liée au sujet, mais est-ce que la gratuité, comme tout ce qui est les boutiques sans argent, etc., sont des modèles qui peuvent entrer éventuellement en conflit avec les ressourceries par rapport au modèle économique que ça représente? Donc ça, c'est une question, mais qui n'est pas liée vraiment au sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, juste elle me vient comme ça. Et par contre, une question directement liée, c'est celle du diagnostic, parce que j'ai trouvé ça super intéressant de voir justement des exemples des EPCI dans leur modalité de financement et leur modalité de gouvernance aussi. Et je voulais savoir si on pouvait demander par votre biais ou celui du réfère, ou enfin des professionnels qui puissent nous établir un diagnostic justement de notre EPCI. Là, en l'occurrence, la mienne, c'est le POLD, hein, Paris-Ouest La Défense, dont ils sont complètement dans les clous, hein. La plupart, ils ont bien leur PLP, DMA, donc il n'y a pas de souci, etc. Par contre, dans la hiérarchie, effectivement, des obligations et de leur manière, en fait, d'intervenir pour soutenir eh bien, les ressourceries, hein, qui sont un des acteurs des objectifs, comment dire, quels moyens ils ont vis-à-vis des villes où sont implantées donc, les ressourceries pour les inciter ou pour que nous les fassions inciter à soutenir les ressourceries de leur territoire. Je ne sais pas si c'est clair, ma question. Elle est longue. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Si c'était clair, j'ai compris. Je vais essayer de répondre à tes trois questions et je vais terminer sur la question de la gratuité. Et donc, d'abord, sur l'analyse des collectivités, de vos propres collectivités territoriales, en fait, de savoir effectivement qu'est-ce qu'elles financent, avec quoi, etc. On n'a pas la capacité de faire une analyse pour toutes vos collectivités territoriales et vous donner les chiffres pour chacune d'entre elles. En revanche, nous, on vous incite à le faire. Et donc, dans le kit de plaidoyer qui va vous être envoyé cet après-midi,
donc kit de plaidoyer qui va avec les propositions pour les municipales. On vous explique comment aller trouver les différentes informations. Et donc, ces informations, elles sont toujours publiques. Enfin, en principe, et si elles ne le sont pas, n'hésitez pas à contacter votre collectivité territoriale pour leur demander les informations et de les rendre publiques. Mais donc, vous pouvez retrouver normalement à la fois donc, les rapports d'activité qui concernent la gestion et la prévention des déchets. Vous pouvez consulter le PLPDMA et normalement, vous êtes censé aussi pouvoir consulter là où on est, le PLPDMA. Donc, à mi-chemin, en fait, ils sont censés faire un état des lieux. Vous pouvez consulter, et ça c'est hyper important en fait, pour faire votre propre analyse de la situation sur votre territoire, le budget de votre collectivité et donc la partie annexe qui concerne le financement du service public de gestion des déchets, donc qui concerne la TEOM, puisque vous pouvez avoir dans cette annexe l'argent donc, qui rentre et l'argent qui sort et donc ce sur quoi aussi est fléché l'argent. Parce que la TEOM, en fait, comme la REOM, doivent être fléchés vers la gestion des déchets. Information aussi importante, les collectivités territoriales n'ont pas le droit d'avoir une TEOM excédentaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser, je crois, 2 ou 3% de TEOM excédentaire, c'est-à-dire plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Et surtout, ils n'ont pas le droit de le dépenser pour autre chose que le service public de gestion des déchets. Ça, c'est des chiffres que vous pouvez trouver publiquement. Et donc, dans le kit de plaidoyer qui va vous être envoyé, on vous explique comment trouver ces chiffres et donc faire cette analyse au niveau de votre territoire, de là où en est votre collectivité territoriale et de ce qu'elle fait et de ce qu'elle dépense sur la prévention et la gestion des déchets. Ce sont des arguments aussi pour parler de vos propositions pour développer le réemploi solidaire sur votre territoire. Ensuite, il y avait une question sur comment... Bon, c'était donc ta dernière question sur... Alors, la dernière question, c'était la gratuité. Non, c'était la première question, mais tu la répondras en dernier. Et le deuxième, je ne sais même plus. Je crois que tu demandais comment est-ce qu'on a des arguments, enfin, moi je l'ai compris comme ça, Ah est-ce oui, qu'on a des arguments pour convaincre la collectivité qu'il faut soutenir les ressourceries? voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Comment dire, le PCI peut inciter de façon juridique ou de quelque façon que ce soit les communes qui ont une ressourcerie. Alors, Financière. du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'État n'a pas la possibilité d'obliger les collectivités et les collectivités entre elles n'ont pas la possibilité de s'obliger à faire quelque chose. Ça, c'est très important à comprendre. Quand bien même il y a une obligation légale, si cette obligation n'est pas respectée, la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est le juge administratif. Après, il y a des moyens de pression autres qui existent, mais on va dire que juridiquement, la seule personne qui peut faire quelque chose quand il y a quand il y a une obligation non respectée, c'est le juge. Là-dessus aussi, je ne vous invite pas à le faire parce que c'est quelque chose qui peut clairement engendrer énormément de conflits. Mais il faut savoir que si aujourd'hui le droit de l'environnement est aussi développé, c'est parce qu'il y a des associations de protection de l'environnement qui ont mené un certain nombre de contentieux, notamment vis-à-vis du non-respect des obligations légales des collectivités territoriales. Ces associations, c'est en très grande majorité des associations qui sont membres de France Nature Environnement. Et aujourd'hui, le Réseau national des ressourceries et recycleries est membre de la Fédération France Nature Environnement. Donc, vous pouvez vous rapprocher aussi des différentes associations de protection de l'environnement qui sont sur votre territoire. Vous pouvez même contacter France Nature Environnement sur votre région pour voir un peu eux où ils en sont sur la compréhension de la question de la prévention et de la gestion des déchets et de les informer aussi si vous avez si vous avez une collectivité qui vraiment est hyper réticente, qui ne respecte pas du tout ses obligations, qui n'a même pas encore fait de PLPDMA et qui ne compte pas en faire, par exemple. Vous pouvez avertir les associations de protection de l'environnement qui, eux, ont cette expertise-là de faire appel au juge administratif pour obliger les collectivités territoriales à respecter leurs obligations. Après, nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt donc, de mener un plaidoyer à destination des collectivités territoriales pour les convaincre du bien fondé de partenariat entre les ressourceries et les collectivités. Et donc de plutôt utiliser la voie de l'argumentaire. Donc, ce webinaire-là, il avait plus pour objectif de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Mais dans le kit de plaidoyer qui va vous être envoyé, vous allez avoir plein d'argumentaires, à la fois sur les propositions, mais aussi des argumentaires généraux pour expliquer le pourquoi du comment c'est important de le faire. Et là, l'idée aussi de ce webinaire, c'était de vous expliquer
l'importance en fait de l'échelon intercommunal. Et faut savoir que du coup, ce que ça a comme conséquence, c'est que si vous cherchez à vous faire financer par une collectivité territoriale, ce sera plus pertinent, en tout cas sur l'aspect prévention des déchets, de taper à la porte de la communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, etc., que de taper à la porte de la commune qui n'a plus cette compétence-là et qui va donc vous renvoyer vers le bloc intercommunal. D'autant plus que l'argent, donc cet argent fléché donc sur le service public de prévention et de gestion des déchets, via notamment la TEOM, il est entre les mains de l'intercommunalité et c'est un budget qui est énorme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus gros budget des collectivités territoriales. Donc, c'est un budget dans lequel on peut, on va dire, aisément faire une place à la prévention et donc au financement des ressourceries et recycleries. Et pour répondre du coup à ta dernière question sur la gratuité, euh, la mise en place même des gratuités par les collectivités territoriales. Là, je vais faire encore un pas de recul encore plus pour parler de ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de collectivités territoriales qui veulent mettre en place du réemploi sur leur territoire. Donc des collectivités qui sont vraiment à l'initiative de projets et qui vont un certain nombre de fois se confronter au fait qu'il n'y a pas forcément de porteurs de projets sur leur territoire et donc qui vont imaginer des projets en propre, qui vont le porter notamment en régie. Et donc, typiquement, ces projets de gratuité, ils sont souvent sur des territoires où il n'y a pas de ressourcerie ou recyclerie qui existent. Je pense notamment à la Corse. En Corse, on n'a presque aucune ressourcerie. Et en fait, on a des collectivités territoriales qui ont mis en place des zones de gratuité dans la plupart des déchetteries du territoire pour pouvoir répondre aux besoins des habitants qui n'étaient pas remplis par des structures associatives qui existaient sur place. Donc, on va dire que c'est plutôt une opportunité, le fait que les collectivités territoriales se saisissent de ces sujets-là, qu'elles créent des espaces de gratuité aussi, qui amènent les habitants et les habitantes de leur territoire à se questionner sur leur usage et donc à développer aussi les pratiques de réemploi sur le territoire, plus que c'est un risque. Et si c'est un risque, il n'est pas forcément, je dirais, au niveau d'une concurrence sur le gisement, qu'une question plutôt, on va dire, philosophique, où on a de plus en plus de collectivités territoriales qui veulent être gestionnaires de ces espaces-là, et donc qui, à la place de financer des ressourceries, voudraient plutôt financer une régie en propre, et donc avoir un service public du réemploi. Et là-dessus, nous, c'est quelque chose sur lequel notre positionnement, c'est de dire, bah, en fait, ce qui est intéressant dans les ressourceries, c'est qu'on est vraiment sur un projet citoyen qui est fait par et pour les habitants du territoire et qui permet du coup beaucoup plus facilement d'impliquer les habitants et les habitantes du territoire. Cette implication, c'est ce qui va permettre aussi le changement de comportement. Or, le changement de comportement, c'est même peut-être plus important que les capacités de tonnes réemployées, parce qu'on aura beau démultiplier nos capacités de tonnes réemployées, s'il n'y a pas le changement de comportement qui va avec, on n'arrivera jamais aux objectifs qu'on s'est fixés, on n'arrivera jamais vers le zéro déchet. Donc, les changements de comportement, c'est super important, et ça marche beaucoup mieux quand c'est porté par des associations que quand c'est porté directement par la collectivité territoriale. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Ouais, génial. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Est-ce qu'on connaît les montants moyens d'aide des collectivités pour le fonctionnement des ressourceries si on souhaite proposer une convention financière avec notre service des déchets? Quelle approche avoir? Alors, vous avez dans l'Observatoire du Réseau national des ressourceries des chiffres moyens sur les partenariats entre les collectivités et les ressourceries. Vous avez à la fois le type de collectivité territoriale qui finance, et donc évidemment, ce qu'on voit, c'est que ce sont les communautés de communes, communautés d'agglomération qui financent le plus les ressourceries. Mais vous avez aussi les départements, les régions, les communes, mais sur différents aspects. Et puis, vous avez aussi le montant, la moyenne, on va dire, de financement, en fait, que ça représente dans le budget général d'une ressourcerie, donc en moyenne. Une ressourcerie qui n'est pas en atelier chantier d'insertion est financée à hauteur de 20 à 30% par différents types d'acteurs, donc souvent avec plusieurs types de subventions différentes. Et donc, ça peut aller, il y a des montants qui sont extrêmement différents.
On va dire que je pense que la moyenne se situe plus aux alentours des 10-20 000 euros, mais on a des collectivités qui financent beaucoup plus, on a des collectivités qui financent beaucoup moins. C'est vraiment extrêmement disparate d'un territoire à un autre. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous conseille d'aller sur le wiki. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Sur le wiki, vous allez retrouver, d'ailleurs, vous allez retrouver le guide sur les partenariats avec les collectivités territoriales pour approfondir tout ce qu'on vient de vous dire. Je vais vous renvoyer notamment vers une fiche qui résume tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi des conventions types, des bonnes pratiques de convention qui sont repris en fait de conventions qui existent déjà, qu'on a considérées comme des très bonnes conventions entre des collectivités et des ressourceries. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Hop. Et donc, les exemples de conventions, vous allez les retrouver là. Donc, vous avez des exemples de conventions sur la subvention de fonctionnement, des exemples de conventions sur la déchetterie, des exemples de conventions sur la sensibilisation. Et n'hésitez pas, si vous avez un exemple de convention où vous estimez que c'est un très bon partenariat avec votre collectivité territoriale, à le partager pour qu'il y ait toujours plus d'éléments en libre accès pour tout le monde pour développer ces partenariats. Et donc, vous aurez le kit de plaidoyer qui sortira cet après-midi avec tout un tas d'argumentaires, plein d'outils aussi pour solliciter les candidats et les futurs élus et porter les différentes propositions politiques qu'on a construites pour ces municipales. Et on a une question sur le créneau de demain sur le sujet expose le même contenu qu'aujourd'hui. Alors non, le webinaire de demain, il est sur des outils pour mobiliser vos usagers et vos usagères dans cette campagne pour les municipales. Parce que on nous a demandé à faire dans ce kit une partie avec des outils dédiés à interpeller les candidats et des outils plutôt dédiés à interpeller les usagers et les usagères des ressourceries. Et donc, demain, ce sera les usagers et les usagères, et la semaine prochaine, ce sera plutôt des outils pour interpeller les candidats. Alors, pour accéder au wiki du réseau des ressourceries, il faut être adhérent au réseau des ressourceries. Mais je vais vous envoyer la fiche qui résume tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents. Et normalement, si vous êtes adhérent, vous recevez la newsletter du réseau. Et dans la newsletter du réseau, vous avez toujours le mot de passe et les identifiants pour vous connecter au wiki. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? J'ai pas l'impression. Rosa, tu avais une question? Non? Ok. Super. Bah, écoutez, on va clôturer ce deuxième webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a aidé, que ça a été instructif et que vous allez faire des choses pour les municipales. Et puis, on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent demain, donc de 13h à 14h, pour un webinaire plutôt sur les outils pour mobiliser vos usagers. Et la semaine prochaine, pour un webinaire sur les outils de plaidoyer à destination des candidats et des retours d'expérience de plaidoyer inspirants. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Gloria. Juste, est-ce que tu peux nous renvoyer le lien pour demain pour qu'on soit sûr du bon lien? Ouais, je vous renvoie le lien. Je ne sais pas ce qu'on a fabriqué chez Renaître. On était à côté. Ça marche.